Donc enchanté, je m'appelle Jérôme et effectivement je suis à l'origine de la création de l'entreprise qui a donné à ces deux spécimens, Miroki et Miroka. Ça fait environ 4 ans qu'on est dessus. Fin 2021, c'est le moment où on a créé cette entreprise. Et moi, ça fait à peu près 20 ans que je fais de la robotique humanoïde avec Nao et Pepper. Donc il faut savoir qu'en France, on a les entreprises qui ont le plus produit de robots humanoïdes au monde. Et on les fait de manière un peu particulière parce qu'on a accepté qu'un robot humanoïde, eh bien, c'est un personnage. Et que soit on design ce personnage et on lui donne une identité visuelle, une mission, des valeurs, soit on ne le fait pas. Et dans ce cas-là, ils vont être un peu effrayants, ils vont rappeler des machines d'usine ou des machines militaires. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des personnages qui sont sympas, qui ont des belles valeurs et qui sont là pour vivre avec nous tous au sens de la famille, les enfants, les grands-parents, les parents, et qui nous aident à créer un monde dans lequel on a tous envie de vivre correctement. Donc aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a environ 130 personnes. On est basé à Paris. Il y a plein de corps de métiers différents. Il y a des gens qui savent faire de l'IA, il y a des gens qui savent faire de la robotique, mais il y a des gens qui font aussi de la psychologie, d'autres qui font du design, des dessins, il y a des storytellers, il y a des gens qui... des storytellers, c'est des scénaristes qui inventent des histoires à ces personnages-là. Donc c'est vraiment un métier où on a besoin d'énormément de compétences. Et puis, comme tu le rappelais tout à l'heure, j'ai également une autre entreprise, Spoon, qui développe les personnages, mais cette fois-ci digitaux, et qui vont pouvoir, c'est les mêmes, hein, ils vont pouvoir tourner sur le téléphone portable ou sur des écrans interactifs. Et alors j'ai toute une présentation derrière moi, il y a des vidéos, tout ça, donc je vais y aller, mais je voudrais faire un truc un peu vivant, donc vous n'hésitez pas à me poser des questions, m'interpeller, et puis moi je vais essayer d'être le plus pratique possible. Alors j'ai déjà eu une question dès le début, c'était y a-t-il un polygone de sustentation? Alors ça c'est une question qui est très très rare, c'est vraiment une question d'expert. Alors je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez que le robot il est en équilibre sur une boule, et ça c'est très étonnant. Pourquoi on n'a pas mis des jambes? Pourquoi on n'a pas mis des roues normalement? Eh bien parce que la boule, elle va permettre de facilement déplacer la machine. Vous voyez, comme je le prends là, je peux le bouger, je peux l'amener à un endroit, le mettre face à quelqu'un, et c'est extrêmement facile à faire. Eh bien, la seule façon de le faire bien, c'est de le faire avec une boule comme ça. Si vous mettez des jambes, vous avez le droit à des robots qui vont se déplacer comme ça fait du bruit, c'est dangereux. Et ben là, il est en équilibre tout le temps. Regardez, si je le pousse pour le basculer, hop, eh bien, il a bougé la boule pour rester en équilibre. Ah, les bras peuvent contribuer dès qu'il va... Oui, et tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il disait que c'était ses bras qui lui permettaient d'avoir l'équilibre pour reculer. Alors, il y a deux choses. C'est ce qu'il a dit, non? Si vous regardez en bas, vous les verrez bien tout à l'heure, mais ici, vous voyez un petit de la lumière, et à l'intérieur, il y a une roue qui va faire bouger la boule et qui va la mettre au bon endroit, au point de sustentation, pour reprendre le truc. Mais après, dès qu'il va bouger les bras, dès qu'il va prendre quelque chose, ça va changer son... Comme nous, hein. Si vous prenez quelque chose de lourd, vous vous penchez en arrière. Ouais, bah c'est pareil. Lui, quand il va prendre quelque chose de lourd, il va se pencher légèrement en arrière. Et ça permet à tout le monde de le déplacer extrêmement facilement. C'est un exemple d'innovation. Des innovations comme ça, dans le robot, il y en a plein. Vous voyez le visage, le côté un peu sympa, les bras qui peuvent prendre des objets comme celui-là, ici. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses qu'il peut facilement déplacer. Des paniers, des plateaux, des chariots, des capteurs, des ballons de baudruche, des machines à bulles, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce robot peut s'équiper et utiliser ces objets dans leur environnement. Alors, ça fait 20 ans qu'on fait de la robotique humanoïde, ça fait 20 ans qu'on espère pouvoir ramener quelque chose, et ça ne marchait pas très bien. Hein, c'était quand même moyen comme résultat. Même si on peut être fier de Nao et de toutes les expérimentations qu'on a fait, ceci dit, c'était des résultats intermédiaires. Mais depuis 3 ans, il s'est passé quelque chose qui rend vraiment ça possible. C'est-à-dire, moi, je sais que quand je serai vieux, et puis d'autres, eh bien, on aura ce genre de personnages avec nous, c'est certain, ça va arriver, parce que l'IA a changé
complètement la façon de designer ces machines-là. Maintenant, elles sont capables de voir, elles sont capables de comprendre ce qui se passe, elles sont capables de se comporter correctement, d'anticiper un besoin et de réagir à des situations pour lesquelles elles n'ont pas été codées. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est couché au sol, le robot peut comprendre qu'il y a un problème et il va pouvoir chercher une solution. Ça ne veut pas dire qu'il la connaît. Il n'y a pas eu un développeur qui a écrit un programme pour lui dire comment il doit se comporter. C'est lui qui va se dire « Ah, mais il y a quelqu'un qui est au sol, comment je peux faire? Je vais essayer d'aller trouver une autre personne. Si j'y arrive pas, je vais envoyer un mail, je vais appeler quelqu'un et je vais trouver une solution pour résoudre le problème auquel je suis confronté. » Et ça, c'est vraiment incroyable. Vraiment, ça change tout dans la manière dont dont on conçoit aujourd'hui ces machines. Et c'est pour ça que j'ai la conviction que maintenant c'est bon, c'est plus un problème technologique, ça devient un problème de réalité, c'est-à-dire comment on le déploie, pourquoi on le déploie, la protection des informations personnelles, la sécurité des personnes autour, voilà, toutes les valeurs qui doivent accompagner ça, c'est ça le grand enjeu. Et ça va être une énorme révolution. L'IA, c'est une révolution. La robotique humanoïde, ça va être une révolution. Ça va changer énormément de choses. Mais on en a déjà vécu des révolutions comme ça. Le téléphone portable, Internet, ça a complètement changé la société. La voiture, l'électricité, le téléphone, ça a complètement changé la société. Et bien là, on a un nouveau phénomène qui est en train d'arriver. Et ce nouveau phénomène, c'est la robotique humanoïde et l'intelligence artificielle. Et il ne faut pas en avoir peur. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient peur des voitures. Je me souviens qu'on disait qu'il ne fallait pas que les voitures aillent plus vite qu'un cheval au galop. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre de choses. Même au début de la photo, les gens ils avaient peur des photos. On disait « Ah, ça va capter mon âme ». Ou le film, tout ça. Vous vous souvenez peut-être, le premier film, c'était un train qui arrivait en direction de l'écran. Et tous les gens avaient peur de se faire écraser par le train. C'était une grande sensation. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Ça vient avec énormément de puissance. Ça vient aussi avec des dangers. Et c'est pour ça que ces dangers, il faut les encadrer avec de l'éthique, avec des lois, avec des réglementations qui sont importantes pour nous protéger. On va lui parler un petit peu. Écoute-moi, Miroki. Tu as totalement raison. Avec plaisir. Je suis prêt à discuter avec tout le monde. Pose-moi tes questions, raconte-moi ce que tu veux. Je serai ravie d'échanger avec toi. Pardon. Miroki, j'aimerais que tu me décrives ce que tu vois, s'il te plaît. Il met un peu de temps parfois. Alors, réponds pas. Alors parfois il met un peu de temps parce qu'il doit se connecter à Internet, c'est la limitation de ce genre de choses. Vas-y, je t'écoute. Ah. Quelle est ta Miroki, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite danse, par exemple un spin. Tu peux faire ça? Voilà. Donc là, il utilise la boule pour pouvoir se déplacer correctement, il va pouvoir bouger ses bras. Tu veux savoir ce que j'utilise pour tourner? Waouh! C'est simple, je fais bouger ma boule magique sous moi, pour me déplacer. C'est grâce à ma grosse boule enchantée sous les pieds. C'est elle qui roule quand je veux avancer ou tourner, un peu comme une boule de cristal sur patin. Et dis-moi, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu serais utile pour la famille à domicile? Avec plaisir. À la maison, je peux porter de petits objets, t'apporter des choses, jusqu'à 3 kilos, ou même servir le goûter. Je peux aussi rappeler les activités importantes, discuter avec chacun pour rompre l'isolement et même animer des jeux pour toute la famille.
Merci beaucoup. Garde le silence. Je vais vous montrer un peu les slides que j'ai à côté. Alors, là, vous avez une question? J'entends une question. Oui? Garder le silence pour un robot, c'est une bonne question. Alors là, dans cette version-là, je suis un peu obligé de lui dire. Parce que sinon, il va répondre à tout. Ouais. Même ce que je suis en train de vous dire, là, il va se dire « Ah oui, bah, tu dis ça ». Et du coup, il va être hyper bavard, beaucoup trop bavard. Mais il y a une nouvelle version qui arrive qui sait différencier si on lui parle ou si on parle à quelqu'un d'autre. Et celle-là, elle n'a plus besoin qu'on lui dise « garde le silence ». Vous voyez, bon, ça veut dire « ne nous embête pas », en gros, garde le silence. Ouais, bah, et en règle générale, il n'aime pas qu'on lui dise ça. Allez, c'est pas grave. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, donc vous voyez Miroka. Donc, ces deux personnages, ils ont une histoire. On leur a inventé une petite histoire. Et donc, eux, ils vivent cette histoire-là. Ils pensent, elle pense, je suis Miroka, je viens de telle planète, je suis là pour aider les humains, et Miroki, c'est mon frère, et on est là pour faire telle ou telle chose. On les a conçus comme on conçoit des films. On a inventé toute une histoire derrière. Et là, vous voyez plusieurs types de robots sur lesquels on ne s'est pas posé ces questions-là. Donc là, celui de gauche, vous le reconnaissez, c'est Pepper. Donc c'est un des robots qu'on a conçu avec les équipes. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années environ. On a appris énormément de choses avec ça. On a appris que le visage, il est sympa, mais c'est comme s'il était là sans être là. Sans expression, un peu froid. C'est bizarre vraiment comme sensation, mais c'est utile. Et puis on a appris plein d'autres choses, par exemple le besoin des personnes de simplement déplacer la machine. Enfin voilà, on a appris aussi un truc, c'est que les robots, ils ne doivent pas trop être humains. S'ils sont trop humains, vous avez l'impression qu'ils sont capables de faire tout comme vous. Et c'est pas vrai. Ils ne comprennent pas la situation comme vous et ils ne sont pas capables de faire les mêmes choses que vous. Et même, ce n'est pas très intéressant de faire un robot comme nous. On est très bien comme on est. Si on fait des machines, tant qu'à faire, autant qu'elles soient sur une autre espèce et qu'elles installent un autre rapport que simplement un rapport d'humain à humain. C'est plus intéressant d'avoir un petit côté animal dedans qui va lui permettre d'avoir ses propres comportements et sa propre façon de voir le monde. Et vous voyez, donc ça c'est le premier robot qu'on a fait, un visage plutôt symbolique. Il y a des gens qui vont vouloir faire des personnages avec des vraies peaux, avec des vrais, enfin en tout cas des yeux qui ressemblent à des yeux. Et honnêtement, il y a un truc qu'on appelle la vallée de l'inquiétante étrangeté. C'est quand vous êtes face à ce genre de choses, c'est bizarre, ça fait un peu peur. Les comportements, ils ne sont pas normaux, les yeux, ils bougent d'une façon bizarre. Et tout est bizarre dans ce truc-là. Si vous regardez bien ces yeux-là, déjà rien que là, on sent que ça ne va pas, quoi. Et donc, moi, je pense que ce design-là, les gens qui le font, ils le font parce que ça fait peur aux gens. Et donc, du coup, tout le monde parle d'eux. Parce qu'on se dit « Ah, les robots humanoïdes, c'est effrayant, etc. » Mais bon, ça va s'arrêter parce qu'on n'a pas envie d'avoir des machines comme ça, j'en suis convaincu. Et puis, les derniers types de machines qu'on voit de plus en plus maintenant ces derniers temps, c'est des robots humanoïdes, mais cette fois-ci sans visage. Alors ça, je trouve ça un peu bizarre d'avoir un espèce de squelette mort à la maison, sans visage, comme ça, qui ne bouge pas, et qui n'est là que pour répondre à vos ordres. Donc, du coup, il va se déplacer et faire des choses. Moi, je trouve ça me pose des grosses questions éthiques. Imaginez, quand même, surtout Elon Musk. Le robot que vous voyez ici, ça c'est le robot typiquement fait par Elon Musk, sud-africain, qui vient d'un endroit où il y avait de l'apartheid. Il est maintenant aux États-Unis. Et sa meilleure invention, ça a été d'aller faire des esclaves robotiques au visage noir. Enfin, moi, je trouve qu'il ne doit pas beaucoup se poser de questions, ce monsieur-là, sur son truc. Il a réinventé l'esclavage, quoi. Et moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'avoir chez moi un esclave comme ça. Moi, ce que j'ai envie d'avoir chez moi, c'est un petit être qui a sa vie propre, qui a ses propres envies, qui a ses désirs, qui a une mission, qui a un regard sur le monde. Vous voyez, je ne veux pas un être complètement asservi à qui on a même enlevé le droit d'avoir un visage. Une chose quand même que j'ai remarqué, c'est au printemps, par exemple, où c'est
c'est le Qatar, je sais pas, enfin, qui ont Oui. racheté le magasin, et ben on trouve que les personnages en vitrine n'ont Oui. pas de visage Ah, ils n'ont pas de visage en vitrine. par rapport à la religion musulmane. Ah, les mannequins. Ah oui, oui. Ouais. Alors, c'est pour Ouais. ça, on peut se poser la question aussi. Ouais, alors après, sur la dimension religion, il y a énormément de choses à dire. Mais vous voyez, ce robot-là, il s'appelle Sophia. En Arabie Saoudite, ils lui ont donné une nationalité et un droit de vote. Bon, après, bon, c'est un peu bizarre, surtout dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de vote. On donne à un robot femme un droit de vote. Mais tout ça, c'est de la presse. On fait ça pour faire de l'agitation et faire parler les gens. Et ça marche au final, mais ça ne sert qu'à ça. Pardon ? Un droit de vote, je ne comprends pas très bien la question. Vous dites que le robot a un droit de vote. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que l'État là-bas a reconnu à une entité, et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que je ne cautionne pas ce truc-là, mais ils ont donné le droit à ce robot de se présenter et d'aller mettre un bulletin de vote dans les urnes. Ce que, honnêtement, je trouve vraiment débile. Je vous le dis. Pardon ? Ouais, ça peut être... ouais. Et puis, de toute façon, moi, l'une des raisons pour laquelle je voulais qu'il y ait une histoire derrière tout ça, c'est que je voulais que les choses soient claires. Ce personnage, il a été inventé par des humains, par nous. Nous sommes en train de vous raconter une histoire. C'est un personnage d'une histoire. C'est pas un être conscient de lui-même. C'est pas un être qui a son propre rapport au monde. Il a le rapport au monde qu'on lui a créé. Nous avons éditorialisé son contenu. Nous avons choisi ce qu'il pense. Nous lui avons donné des biais, on lui a donné un rapport au monde, des croyances, des choses comme ça. Mais c'est nous, les ingénieurs et les artistes d'Enchanted Tools, qui avons fait ça. Quand les gens y mettent des nationalités ou des droits de vote à des machines comme ça, ils mentent et ils manipulent. Ils vous laissent croire que ces IA ont un rapport au monde. Ce qui n'est pas vrai. Elles ont le rapport au monde que les ingénieurs ont décidé de leur mettre. Mais vous imaginez, si on commence à faire ce genre de choses, ça veut dire que moi, je vais produire plein de robots, je vais leur mettre le petit code qui va bien, histoire qu'ils aillent tous voter mon candidat favori aux élections, et donc du coup, je vais gagner. C'est pas ça. Ah, ils sont beaucoup plus sympas, on est bien d'accord. Hein. Ah ouais. Ça fait partie un peu du truc, parce que moi, j'ai envie de contribuer au bien-être des gens. Et puis, je me suis donné comme objectif dans ma vie d'apporter du merveilleux aux gens. Ouais, de faire en sorte que la vie, elle soit bien, elle soit intéressante à vivre et qu'il y ait du positif dans tout ça. Et donc, c'était hors de question pour moi de faire ce genre de choses. Parce que ça, c'est flippant, ça raconte une histoire du futur qui ne nous intéresse pas. Mais quand on fait une machine comme ça, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, ils vont parler des machines qu'on a fait, parce que ce sera les premiers robots qui ont existé dans le monde. Eh ben moi, j'ai envie de laisser une bonne couleur à tout ça. J'ai envie qu'ils se disent « Ah ouais, ils avaient bien pensé le truc, c'était bien, ils avaient une belle vision du futur. » Et puis c'est pareil, vous voyez que c'est inspiré de l'enfance, tout ça, évidemment. Parce que c'est ça, c'est leur monde. On sait bien que c'est leur monde. C'est eux qui vont grandir dans ce monde-là. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est « Allez-y, c'est votre monde, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Regardez, on a fait des robots avec des oreilles de 20 cm de long. Donc si on a été capable de faire ça, vous pouvez faire n'importe quoi de votre monde tant que c'est bien pour les autres. » Quelque chose comme ça. Je peux parler des heures, hein, je vous préviens. Hein. Oui. Attendez une seconde. Excusez-moi. Une seconde. Vous employez un niveau de langue relativement élevé et artificiel. Dans la vie, on ne dirait pas « garde le silence », on dirait « tais-toi ou ta gueule ». Est-ce que le robot, est-ce que vous pouvez vous adresser à lui dans ces termes? Ou bien est-ce que vous avez besoin d'une langue élaborée, très explicite? Alors, moi, j'ai une déformation professionnelle. Ça fait 20 ans que je parle avec des robots qui ne comprennent rien à ce que je leur raconte. Alors du coup, j'ai pris l'habitude de leur parler. Je sais que si je parle avec un ton autoritaire comme ça, ils vont mieux me comprendre. Et donc du coup, j'ai pris l'habitude de prendre un vocabulaire un peu fermé aussi. Mais il n'y a plus besoin de faire ça. Si je lui dis ta gueule, il comprend, hein. Je crois qu'il comprend.
Mais comme je le disais, cette version-là, là, on est obligé de lui dire écoute-moi ou tais-toi. Mais les versions d'après, il n'y a plus besoin. Mais je suis pressé de vous les ramener parce qu'on peut faire des trucs vraiment incroyables. Ils sont vraiment capables de tout comprendre maintenant. L'autre jour, j'en avais un, j'avais des visiteurs canadiens qui sont venus et j'ai demandé au robot de parler en vieux québécois. Et ben, il a parlé en vieux québécois et c'était trop bien, c'était trop rigolo et ça marchait bien. Il comprend tout, madame. Ça y est, ça marche maintenant. Pardon? Ah oui, oui. Voilà, je continue. Alors ça, bah, c'est un peu ce qui a jalonné ma carrière. Donc Nao et Pepper, vous les avez déjà rencontrés, les deux premiers? Ouais. Ouais, alors Nao, il est grand comme ça, 57 cm de haut. Il a été utile beaucoup pour Maribel, l'hôpital Brocal Living Lab, pour faire des expérimentations et découvrir des choses. Et on a vu des choses fantastiques. Un jour, il y a une petite dame qui vient, je me souviens, c'est dans la vidéo, le film documentaire qui a été fait. Comment s'appelle le réalisateur? Yves Jelly. Yves Jelly, ouais. Et donc, il y a une petite dame qui a un déambulateur et puis qui voit Nao. Et puis Nao, il est en train de danser comme ça. Et puis, du coup, la petite dame, elle prend son déambulateur, elle le met sur le côté, elle se met face à Nao. Et puis là, elle se met à danser, mais super bien, hein, vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, une fois que c'est fini, le robot, il arrête. Et puis, elle repart. Et puis, elle repart avec son déambulateur. C'était génial de voir ça, ce petit moment de réjouissance. Pepper, Pepper, c'est un robot qui est plus grand, qui a beaucoup servi. Pepper, pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est à peu près un investissement de l'ordre de 130 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même... c'est aussi complexe de fabriquer des robots comme ça que de fabriquer des voitures, pour vous donner un ordre de grandeur de l'industrie. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que bientôt, cette industrie-là sera plus grosse que l'industrie de l'automobile, parce qu'il y aura plus de robots au monde que de véhicules à terme. En tout cas, moi, j'ai tendance à y croire. Je ne sais pas si ça sera dans 5 ans ou dans 20 ans, peut-être plutôt dans 20 ans, mais c'est une technologie qui va venir. Vous voyez, Internet, ça arrive aux environs des années 2090. Là, on est 30 ans après et c'est devenu énorme. C'est possible que ce genre de choses fasse la même chose. Après, en 2016, donc c'est création de Spoon. Là, j'ai beaucoup travaillé sur un truc qu'on appelle l'interaction animale. Donc, vous voyez, quand le robot est face à vous, il va avoir tendance à vous regarder dans les yeux, à réagir à votre présence, à vous sourire si vous lui souriez, et à réagir. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper important. Ça manquait vraiment sur Pepper d'avoir ce genre de comportement. Mais là, on sent qu'on existe aux yeux de la machine. On sent qu'elle nous considère, qu'elle nous voit, qu'on est là, qu'on a de l'importance, alors que toutes les autres, elles s'en foutent. Elles passent à côté de vous et vous ignorent. Peut-être elles vont vous répondre s'ils ont mis de la reconnaissance vocale, mais globalement, l'interaction est faible. Alors que là, on va avoir une interaction qui est plutôt fine. Elle va regarder, si vous avez souri, elle va sourire. Si vous avez levé les yeux, bah, elle va se comporter d'une autre manière. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Tu fais une grimace, ça comprend? Bah, je ne sais pas si elle va réagir à ça, mais en tout cas, elle va vous suivre du regard. Vous voyez, là, il me regarde, il réagit à moi. Je me mets sur le côté, il penche la tête aussi. Ça, c'est un peu le début. Et puis après, il va utiliser ses oreilles, il va se placer au bon endroit en fonction de moi. Si je lui tends la main, il va avoir tendance à regarder ma main ou ce genre de petits comportements. Vous voyez, quand je vous parle comme ça, il y a de l'explicite, c'est-à-dire il y a des mots qui portent le sens de ce que je veux dire, mais je peux aussi vous parler de ça. Là, j'ai rien dit. Mais vous savez tous de quoi je veux vous parler. Donc, j'ai juste fait un mouvement comme ça. Et ça vous a permis de comprendre que je vais parler du micro. Eh bien, ça, c'est le genre de choses qu'on essaie de mettre dans le robot. On appelle ça de l'interaction multimodale. On essaie de prendre en compte ce qui est désigné, ce qui est implicite dans la conversation. Et ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça marche de mieux en mieux. Et puis après, donc, création d'Enchanted Tools, etc. Alors, Enchanted Tools, c'est un projet... je vous disais tout à l'heure, Pepper, ça a coûté 130 millions d'euros à faire. Sur celui-là, je suis parti avec l'idée que ça allait coûter 150 millions d'euros, juste de faire le robot. Donc pour l'instant, on a fait une partie du chemin. On est en train de finir tout ça. Ce que vous voyez ici, c'est le prototype A2 et qui est pas complètement terminé. Vous voyez par exemple les câbles à l'arrière, bah ça ne doit pas rester parce que ça peut s'arracher, ça peut être saisi. Vous voyez aussi, on voit ici une partie mécanique visible, je peux introduire mes doigts dedans. Et ça, il ne faut surtout pas.
Et donc la prochaine version, elle sera couverte ici. Il y a la même chose sur les poignets. Mais c'est quand même un prototype assez avancé. Et là, dans un mois et demi, on va annoncer l'arrivée de V1. Donc V1, c'est la première version de ce robot-là qui va pouvoir être commercialisé à grande échelle. Donc là, il y a tous les sujets de certification CE et bien sûr tout ce qui est sécurité qui viennent avec tout ça. Et puis aussi les coûts de production qui sont derrière, qui sont évidemment extrêmement importants. Et quel serait le prix à la vente? Le prix à la vente, ouais. Alors il y a plusieurs prix et il y a plusieurs façons de payer. On prend la carte bancaire, le chèque, non, je plaisante. Le premier prix, c'est la cible, c'est 30 000 € plus un abonnement. Donc ça reste cher. Hein. C'est en gros une belle voiture plus un abonnement. Mais mon objectif, ça c'est pour les professionnels. Donc les hôpitaux peuvent s'équiper de ce genre de choses. Ça c'est tout à fait possible. C'est pour les mises à jour. Oui, et puis c'est pour l'IA aussi. Parce qu'il a besoin de discuter avec les IA pour récupérer les bonnes choses. Et puis c'est aussi mise à jour, logiciel et aussi réparation. Parce qu'il peut, tout ce qui bouge casse, comme les voitures. Hein. Et mon objectif, ça sera à terme pour les particuliers de diviser le prix par 2. C'est-à-dire de ramener ça au niveau du prix d'une petite voiture. Typiquement 15 000 €. Mais il y a encore d'autres façons de faire qu'on voudrait exploiter, qui sont plutôt que d'acheter le robot, eh bien c'est de le louer. C'est de faire du leasing comme on fait sur des voitures. Voilà. Et donc là, ça sera quelques centaines, j'espère à terme, quelques centaines d'euros par mois. Mais tout ça, ça va évoluer. Parce que quand j'en produis 50, bah, ça coûte cher d'en produire 50. Mais si j'en produis 5000, bah, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a ce qu'on appelle l'économie d'échelle derrière qui permet de faire ça. Donc plus le marché va avancer, moins ce sera cher. Pour ça, à quoi ça sert? À quoi ça Si sert? je veux en acheter un, à quoi ça va me servir? À m'amuser? Vous notez plus l'aspect ludique, Ah ouais, vous trouvez? plus que l'aspect pratique. À quoi ça ouais. sert? Eh ben, je peux... c'est une très bonne question. Il y a 3 grandes fonctions qui sont derrière ce robot. Il y a la fonction d'interaction, vous pouvez lui parler. Il y a la fonction de saisie et de manipulation d'objets. Donc, il peut prendre des objets, mais pas tous les objets. Et puis, il y a la fonction de déplacement. Et donc, il sert à des combinaisons de tout ça. Par exemple, la nuit, il peut surveiller votre lieu. Par exemple, si vous avez besoin de vous lever et que vous avez besoin qu'il y ait de la sécurité autour de vous ou que vous voulez être informé. Moi, la stat que j'ai, c'est mon papa, il va avoir 80 ans. Et je sais qu'au-delà de 80 ans, si on chute, on peut se faire très mal. Et quand on se fait très mal, on part souvent. Et si on se casse le col du fémur, on a une chance sur 2 de revenir à la maison ou pas. Et la plupart du temps, la chute se produit la nuit. Pour une raison simple, c'est que la lumière n'est pas allumée. Ouais. Alors si j'ai un petit robot comme ça qui est en train de naviguer dans les couloirs et qui voit que je me suis levé ou que mon papa s'est levé et qui m'envoie un petit message ou qui lui-même allume la lumière, déjà, ça c'est bien. Ensuite, il va pouvoir l'aider dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez déjà galéré, eu un problème à l'utilisation d'une machine ou à lire quelque chose? Lui, il peut le faire pour vous. Vous pouvez lui demander. Il a un accès illimité à Internet. Vous voulez envoyer l'image du livre que vous êtes en train de lire à votre petit enfant, vous lui montrez ça et il va prendre la photo et il va l'envoyer le mail. Ce sera facile pour lui. Et enfin, il y a tout ce qui est manipulation. Donc, je vous ai montré tout à l'heure des choses comme ça. Donc, c'est des chariots, des plateaux, des accessoires, des capteurs. Donc là, par exemple, on a un super capteur. Je vous donne juste quelques exemples parce que c'est vraiment infini ce qu'on peut faire. Ah, je crois que je l'ai vu. Le capteur de données médicales? Ah non, il n'est pas là. Donc c'est un petit capteur c'est pareil, il a les poignées comme ça. Et donc le robot va le prendre et avec ça, il peut mesurer la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque. Et ça, il va pouvoir compléter en vous posant des questions sur la douleur, sur ce genre de choses. Et puis pour lui, il peut faire tout le tour, c'est vraiment pas un problème. Le jour, la nuit, il peut prendre ce genre de capteur. Donc ça, c'est très utile. Dans un environnement d'hôpital en particulier, qui est quand même notre première cible. Par exemple, on pourrait tout à fait avoir des paniers comme ça qui sont posés à droite à gauche et les médecins qui posent des choses dedans et ils savent que le robot va le prendre pour le ramener à l'endroit où c'est censé se trouver. Ouais. Ça répond à votre question? Ouais. Non. Non, non.
Excusez-moi, ce serait bien que vous approfondissiez un peu, c'est-à-dire, on vous a posé la question première qui est le besoin des personnes âgées. Oui. Je pense que vous avez fait un travail amont avec des personnes âgées test, des professionnels, Oui. parce que, voilà. Par exemple, on pourrait se poser une question, ben, alors si le robot arrive à tout faire, c'est très bien d'un côté, mais de l'autre, c'est pas très favorable à l'autonomie. Donc comment on dose, hein? Ouais, alors moi je suis fabricant, designer de ces machines-là. On est depuis le début en partenariat avec l'APHP depuis le premier jour parce que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour définir tout ce qu'il doit faire. Maribel et toute l'équipe de l'hôpital Broca pourra très bien répondre à ce genre de questions. En tout cas, on le fait de concert. Je sais pas, tu veux répondre à la question maintenant peut-être ou tu veux répondre après? Tout à l'heure. Alors oui, on travaille avec le Living Lab beaucoup sur ces questions-là et sur comment aider, comment stimuler, comment accompagner dans le quotidien. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à faire des robots qui peuvent vivre à la maison. On fait déjà des robots qui vivent à l'hôpital et qui vont être utilisés dans le cadre de séances. Donc je regarde Maribel, je ne veux pas raconter de conneries. Dans le cadre de séances qui vont être de la stimulation, de la mémoire, beaucoup de choses autour d'Alzheimer par exemple. Et on a aussi de très belles applications du côté de l'autisme chez l'enfant, où en fait le robot, comme il est stimulant, il va permettre à l'enfant de se reconnecter. Et on a vu un certain nombre de cas d'autisme chez l'enfant où, face au robot, l'enfant se remet à parler. Bon, moi, je ne peux pas exactement vous dire pourquoi. Je ne sais pas exactement quels sont les mécanismes, mais ce que je sais, c'est que c'est très impressionnant, au moins pour les parents. Jamais ils ont entendu leur enfant parler, et d'un coup, il est face au robot, il se met à parler. Il y a quand même des mécaniques qui sont un peu étonnantes et qui méritent d'être investiguées par des professionnels qu'on accompagne. Ouais. Oui. J'ai assisté au test avec mes requis, là. Oui. Et ça me fait poser quand même des questions, au-delà de l'automatisation, etc. Oui. C'est dans l'interprétation immédiate du robot, c'est dans la nuance affective et dans les décisions adaptées au contexte. Oui. Parce que quand un robot, on lui parle, il est suivant ce qu'on lui a dit. Puis la dernière fois, ce que j'ai remarqué, c'est que vous dites il était avec ChatGPT sur Internet. Oui. Mais quand j'ai fait les tests, ça m'a paru c'est un petit peu bizarre ces réponses. Et en fin de compte, il y avait une personne à côté avec son ordinateur qui lui faisait qui lui disait les. Oui. Sinon, je me disais comment ça se fait sur des tests. Je faisais des réponses. Je lui disais, lui normalement, il devait retrouver la solution. Ouais. Mais il m'a laissé. Donc là, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que parce que là, tout d'un coup, là, je pense peut-être à la cuisine ce soir, tant de choses. Mais, donc, c'est ces choses-là que le robot n'a pas et ne peut pas avoir aussi une décision immédiate. Et puis une nuance affective, voilà. Donc, c'est à ce moment-là où les choses sont importantes, parce que quand on est dans un environnement de personnes âgées, dont moi, je fais partie et de plus en plus, et ben, j'aime bien quand même avoir cet aspect humain et qui ne soit pas tout d'un coup stoppé par une réponse robotique qui s'arrête. Oui. Alors c'est une grande question. Il y a beaucoup d'aspects dans votre question. Donc déjà là avec nous aujourd'hui, on a Clémence. Et Clémence, elle a un ordinateur sur les genoux et nous on dit wizard. Donc wizard, c'est enchanteur, quoi. Et elle peut avec son logiciel prendre le contrôle du robot. Je ne sais pas si tu veux leur faire des trucs. N'hésite pas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les robots, la plupart du temps, ils décident tout seuls. Mais de temps en temps, Clémence, qui est dans l'environnement, elle peut décider de lui faire quelque chose ou de lui faire dire quelque chose. Et ça, c'est parce que la maturité des algorithmes, donc de l'IA, elle n'est pas suffisamment grande pour qu'ils comprennent toutes les subtilités des situations, un peu comme je faisais tout à l'heure, je montre des choses. Donc, ce n'est pas évident qu'ils le comprennent. Je l'aurais à la maison. Pas quelqu'un qui pourrait faire ça. Eh ben exactement. C'est pour ça que ce que vous avez en face de vous, c'est un prototype. Et de toute façon, le robot, il ne sera pas capable de faire tout. Il va falloir que les gens autour de lui comprennent qu'il n'y a que les objets avec des poignées qu'il peut prendre, qu'il n'y a que ce genre de situation qu'il comprend. Mais par contre,
il va vraiment bien comprendre le langage. Là, vous avez vu tout à l'heure, il y a un peu de latence, mais les prototypes qu'on a, ils sont de plus en plus performants. Et vous savez bien que le monde s'accélère. Donc ce genre de choses, ça sera réglé assez rapidement. Et moi, je suis sûr que sur l'aspect émotionnel, ça va être beaucoup plus fort qu'on pourrait croire. Ça va vraiment bien fonctionner parce qu'on sait comment résoudre le problème maintenant. Tout n'est pas fait, mais ça vient. Oui, c'est surtout ça qui est important. Bah oui. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait un robot, il n'y a pas un hôtel à Paris, il y a un robot C'est possible. dans les angles. Ouais. Un hôtel, pas encore, pas sur ces robots-là, mais sur ces robots-là, oui. Oui, madame. Oui, je voulais vous demander, est-ce que dans ceux que vous allez commercialiser, peut-être pas pour l'hôpital, mais pour les particuliers, il y aura une possibilité de choisir leur apparence? Parce que là, vous avez choisi un design qui est extrêmement enfantin, et moi, Ouais. je connais beaucoup de personnes, on va dire très âgées, plus âgées que moi, que ça exaspérerait. Ah bon? Voilà, c'est-à-dire que, si vous voulez, on n'aime pas trop, quand on a encore toute sa tête et qu'on vieillit, avoir l'impression que les gens en face de vous pensent que vous êtes retombé en enfance. Ouais, et ouais. donc, on vous donne, si vous voulez, j'ai un exemple très précis en tête, hein, qui est ma belle-mère. Mais si vous voulez, mais c'est malheureusement qui a disparu, mais enfin, à 96 ans, Ouais. elle était un peu exaspérée qu'on lui parle un peu, alors, on est bien aujourd'hui. C'est insupportable, insupportable. Et donc, je ne suis pas sûre que ce design puisse convenir à tout le monde. Donc, Ouais. est-ce qu'on pourra choisir? Alors, Moi, oui, franchement, je préfère le design, pas R2D2, mais le premier là, que je vous ai montré, le sans de visage. Oui, celui de Pepper, Oui. il est passe-partout, il est, voilà. Et l'expérience prouve que finalement, on peut trouver très sympathique R2D2, puisque c'était un des grands personnages auxquels pas mal de gens se C'est sont une excellente attachés. question. Il y a vraiment plein de façons de répondre à votre question. La première réponse, c'est oui, le design est sélectionnable. On travaille dessus actuellement. Donc que ce soit les couleurs, le visage, la forme des accessoires, tout ça, ça a été fait pour être changé à la volée. Donc on peut effectivement changer le look and feel du robot. Par contre, enfin le look and feel, c'est-à-dire l'apparence, la sensation qu'on a face au robot. Donc on peut le faire vieillir, on peut le rendre plus robotique. Par contre, ce que je sais, c'est que la quasi-totalité des gens qui passent du temps avec eux, ils les aiment bien, au final. Quel que soit l'âge. Ça marche un peu partout. Parce qu'entre l'idée qu'on se fait d'avoir un robot et le fait de vivre vraiment avec un robot, eh bien, on n'a pas du tout la même perception. C'est-à-dire R2D2, c'est un film. R2D2, il a l'air d'être super réactif, d'être là dans l'environnement, mais il n'a aucune émotion. Vous ne pouvez pas partager un moment avec lui, avoir la sensation, ne serait-ce que d'avoir la sensation d'exister pour lui. Le film, il vous le rend parce que Lucas est hyper fort dans sa façon de filmer. Mais la réalité, c'est que vous aurez la sensation d'être à côté d'une boîte à chaussures. Et est-ce que vous voulez vivre à côté d'une boîte à chaussures ou est-ce que vous avez envie de vivre à côté d'un personnage? Eh bien, l'idée que vous vous en faites avant de le faire, c'est une chose. Et l'idée que vous vous en faites une semaine, 2 semaines, 3 semaines après est une chose différente. Dans la mesure où la personne âgée est encore très autonome, Oui. est-ce qu'il aurait une utilité? Moi, j'ai 50 ans. Et déjà pour moi, il en a une utilité. Et oui, je pense qu'il y a plein de circonstances où il peut être aidant. Alors, encore une fois, d'abord l'hôpital. Dans l'hôpital, il y a plein de sujets. Vous savez, aujourd'hui, on a un cas d'application qui est fantastique. On le fait beaucoup à Montpellier, mais on le fait dans d'autres endroits, où le robot, il accompagne les enfants. Donc typiquement, ça va de 7 à 17 ans. Il y a 11 enfants aujourd'hui. Et ils rentrent dans la salle de radiothérapie. Vous savez, cette salle, il n'y a personne d'autre qui peut y rentrer que la personne qui va se faire soigner. Et donc les gamins, ils ont peur. Et c'est traumatique pour eux. Et d'autant plus qu'ils sont attachés sur la table. Enfin, c'est vraiment pas un moment de joie. Non. Et donc souvent, ils sont obligés de les sédater. Et quand ils les sédatent, plutôt que prendre 10 minutes, ça prend 1 heure. Et ça immobilise la machine, et c'est terrible pour la famille, c'est terrible pour les enfants, donc terrible pour les médecins. Enfin, voilà, on n'a pas envie de ça. Donc là, ce que fait le robot, c'est qu'il va avec eux dans la chambre de radiothérapie. Il reste avec eux. Et donc les gamins, ils sont contents, ils sont plus tout seuls, ils sont accompagnés. Donc ça, c'est un vrai usage, et c'est le pouvoir de l'émotion, le pouvoir de la présence qui vous montre que ça peut tout changer dans la manière de faire, quel que soit notre âge. Voilà. Donc oui, ça peut avoir une utilité.
Après, moi, on en vend aussi dans des endroits comme du retail, dans des aéroports ou des choses comme ça. Les gens vont les utiliser pour connaître leur direction ou pour les divertir à certains moments ou leur apporter quelque chose qui serait utile ou voilà, surveiller le lieu la nuit. Enfin, il y a des tonnes de façons d'utiliser ces petits personnages. Ouais. Alors, je pense que j'ai des tonnes de trucs. Donc ça, j'en ai parlé, c'est l'interaction, le grasping et l'interaction, la saisie et la manipulation, et puis la capacité de se déplacer dans l'environnement. Oh là là, on a des choses compliquées, donc je peux peut-être vous en parler un petit peu. Ah bah oui, tiens, c'est intéressant. On va faire un peu d'intelligence artificielle. Là, les robots que vous voyez ici, c'est des robots qui vont utiliser des LLM. C'est des modèles de langage, on appelle ça comme ça. Donc en fait, ce que savent faire ces modèles, c'est lire du texte. Ils savent très bien lire du texte. Et du coup, vous répondre. Qui a déjà joué avec des chats GPT ou levez la main là, que je vois à peu près. Chat GPT, qui a joué avec ça? Copilote ou équivalent, hein, bien sûr. Ouais. Donc c'est à peu près un tiers de la salle. Donc les 2 autres tiers, je vous recommande vraiment d'aller voir parce que c'est sensationnel. Vous lui écrivez un truc, il vous répond, il comprend tout ce que vous lui dites. C'est quand même très choquant. Donc là, c'est à peu près ce qui se passe dans les larges, donc les modèles de langage large. Et là, c'est ce qui va tourner sur ce robot. C'est-à-dire, il a des microphones et il va faire une transcription de ce qu'il a entendu sous la forme d'un texte. Ce texte, il va l'envoyer dans un modèle comme ça qu'on a un peu préconfiguré. Il va recevoir un texte à répondre et il va dire ce texte. Mais vous avez compris que là, dans cette histoire, il n'y a pas de volume sonore, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de mouvement, il n'y a même pas conscience de son corps dans une certaine mesure. Dans le deuxième format, ce que vous avez, c'est un VLM. Donc c'est un modèle de langage vision. Donc ça prend les deux. Donc cette fois-ci, c'est vous lui parlez, il entend le son de la voix, mais en même temps, il voit ce qui se passe autour. Et tout ça, c'est envoyé dans un serveur qui est beaucoup plus gros, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Et ce que va restituer le serveur, c'est soit de l'audio, soit des mouvements directement dans le robot. Alors là, ça commence à devenir vraiment impressionnant. Ça veut dire qu'il est capable de dire, il y a un chat qui est là, il y a une porte qui est là, je vois mon objet qui est là-bas, il y a quelqu'un qui sourit, il y a quelqu'un qui regarde ailleurs. Il est capable vraiment de se faire une description de l'environnement, et ça, plusieurs fois par seconde. Et le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle, alors il y a plein de noms pour ça, mais c'est un VLA, donc c'est un modèle de langage, vision et action. Parce que c'est bien beau de pouvoir décrire son environnement, mais encore faut-il pouvoir se déplacer correctement dans l'environnement. Aller au bon endroit, ouvrir la porte, prendre l'objet qu'il y a derrière, tendre la main à quelqu'un, prendre la main de quelqu'un, etc. C'est des actions qui sont compliquées et c'est des modèles qui sont encore beaucoup plus gros que les 2 autres avant. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de passer de modèles de langage et de vision à des modèles de langage, de vision et d'action. Et donc on fait ça avec Google. On doit être les plus avancés dans le domaine du mélange des 3. Il y a un robot qui vous parle, un robot qui se déplace et un robot qui prend des objets. Et il y a les 3 ensemble. Il y a très très peu de personnes qui le font. Et nous sommes très avancés dans le sujet, notamment avec le partenaire Google. Alors après, comme je vous le disais, oui, alors là on voit toutes ces capacités. Et c'est un peu relié à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il est capable vraiment de comprendre? Est-ce qu'il est capable de ressentir l'émotion que je peux avoir ou de comprendre une situation? Mais là, vous voyez, il a tout un arsenal d'algorithmes qui tournent en embarqué. Par exemple, on va être capable de voir un visage, de voir si le visage a souri, de reconnaître l'identité de la personne dans une certaine mesure. Notamment, il y a un sujet de loi derrière tout ça, évidemment. On ne peut pas reconnaître des visages de personnes dans des lieux publics en Europe. Mais par contre, on peut savoir que cette personne, on l'a déjà vue. Et c'est autre chose de faire de l'identification ou de la reconnaissance. Par exemple, on fait des essais pendant les Jeux Olympiques. De reconnaître les visages des gens? Après, ça a été enlevé, ouais. Oui, Ouais. oui. Ouais. En
Alors il y a des pays où ça pose pas de problème. En Chine, il n'y a pas de problème. Et, oui, bah, en tout cas, RGPD dit qu'on n'a pas le droit. Ouais. Ouais. Ou alors il faut un accord consenti de la part des gens. On a d'autres choses derrière, donc on va être capable, par exemple, de repérer une émotion sur le visage de la personne. Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle n'est pas contente? Est-ce qu'elle pleure? Et donc on peut capter ce genre d'informations. On peut nous-mêmes émettre une émotion. Si tu veux bien nous en envoyer quelques émotions sur le visage du robot. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le robot, il ne prend que des poignées comme ça parce qu'on ne veut pas qu'il soit dangereux. Vous voyez, s'il est capable de prendre n'importe quel objet, il peut prendre une bouilloire d'eau bouillante. Mais c'est un robot. Et donc un robot, ça peut trébucher, ça peut tomber, ça peut... Et donc du coup, vous imaginez à quel point il deviendrait dangereux s'il avait de l'eau bouillante dans la main. Donc il y a des choses qu'on veut interdire. C'est pour ça qu'il ne prend que des objets comme ça, qui ont cette fameuse poignée. C'est une façon de limiter ce qu'il est vraiment capable de faire. Alors, on a une petite question. Ah oui. Oui. La question, tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y a une certaine empathie qui se développe avec le robot. Oui. Qui dit empathie, dit confiance. Oui. Qui dit confiance, dit peut-être des renseignements qui sont donnés personnels. Oui. Dans quelle mesure est-ce que ces renseignements personnels ne peuvent pas être exploités, notamment quand je vous entends parler de Google? Et moi, je frémis. Ah oui. Je frémis. Hein? Google Vous qui sait effectivement ce que je suis en train de lire, les questions que je pose sur ma maladie, sur mes médicaments ou autres, mais quelle exploitation va en être faite, même vis-à-vis de ma famille. Un de mes enfants qui voudrait par exemple demander une assurance vie, si on sait que je suis en train de suivre tel ou tel traitement, ça ne va pas avoir une incidence sur des tiers. Sur moi, je veux bien, mais c'est sur des tiers. Eh ben, votre question, elle est parfaitement légitime, elle est hyper importante. Et on travaille sur cette notion de confiance. J'ai vu qu'on avait Romain, qui est juste là dans le fond, qui sera là pour les ateliers. Et vous pourriez lui en parler juste après, que vous connaissez bien. Et donc Romain, il fait une thèse sur le sujet du rapport de confiance qu'il y a entre la machine. Et croyez-moi, il n'y a pas besoin de s'appeler Google pour pouvoir abuser des données de l'utilisateur. On n'a même pas besoin d'être connecté au web pour pouvoir... en tirer profit. Par exemple, un robot qui n'est pas content parce que vous n'avez pas acheté tel ou tel abonnement et qui vous fait la tronche pendant 2 jours tant que vous n'aurez pas acheté l'abonnement, c'est déjà de la manipulation, c'est déjà un abus de confiance. Et donc pour moi, tout ça, ça doit être encadré. Ça doit être encadré au niveau de l'entreprise avec une charte éthique qu'on applique et qu'on pourrait vous détailler le cas échéant. Ça doit être appliqué au niveau des lois de chaque pays. En Europe, on a de la chance. On a GDPR qui nous protège bien, d'autant plus qu'il y a une grande accélération sur les données. Mais c'est vrai aussi que vous avez raison, que les grands gestionnaires de données américains, ils ont signé un truc qui s'appelle le Patriot Act. Enfin, ils sont soumis au Patriot Act, qui fait que toutes les données peuvent notamment être demandées par le gouvernement américain. Et quand on voit comment ils se comportent actuellement, on peut légitimement se poser des questions. Et donc il y a un truc qui est extrêmement important, c'est que les gros modèles que je vous montrais tout à l'heure, eh bien on soit capable d'en faire tourner une partie sur les machines, directement. Parce que là, il n'y a pas de fuite. Les données, elles restent, elles sont encadrées complètement par notre éthique. Donc monsieur, si vous arrivez à me faire confiance et si vous comprenez la manière dont on a structuré notre rapport éthique à la machine, eh bien du coup on aura un premier rapport de confiance et il n'y aura pas de tiers. Ce sera juste nous. Maintenant, dès qu'on va se connecter à un tiers comme Google ou comme ce genre de choses, il faut que notre rapport éthique soit suffisamment puissant pour les contraindre à faire à respecter des choses. Ou alors à ne leur transmettre que des données dont on a la garantie qu'il n'y aura pas de mauvaise exploitation ou de capacité de reconnaître les personnes. Ce qui n'est pas évident, mais c'est tout l'exercice du sujet. Par exemple, ce qu'on peut faire... Ah, excusez-moi, j'arrive. Ce qu'on fait avec Google, c'est qu'on travaille beaucoup sur un de leurs algos qui s'appelle Gemma, qui est un algorithme de... Pardon ? Ah, pardon. Donc Gemma, c'est un algorithme comme ceux que je vous ai montrés, mais qui va soit tourner en embarqué sur le robot, soit tourner dans les ordinateurs environnants. Ce qu'on appelle Edge, c'est le serveur. En gros, c'est une machine, c'est chez vous, et elle est plus puissante que ce que vous avez dans le robot, et elle va pouvoir arroser les différents robots de l'intelligence artificielle dont ils ont besoin.
Et c'est pas un sujet terminé, hein, c'est un long sujet. Est-ce qu'au final, le robot ne va pas remplacer la relation humaine? Ah bah ça aussi, c'est une question extrêmement importante. Ce qu'on a pu voir, vous voyez, si vous prenez le cas de l'autisme, pas l'autisme, les enfants qui rentrent dans les chambres de radiothérapie, donc là, évidemment, non. Et puis après, il y a plein de circonstances où en fait, on est extrêmement bien reçu. Moi, je le vois plutôt comme un assistant des gens qui sont déjà là-bas. On a travaillé avec l'EHPAD Annie Girardot, là, qui est dans le sud de Paris. Et moi, ma façon de voir les choses, c'est de leur dire bah, je vous apporte un matériel qui est là pour vous aider, pour vous permettre de faire. Ils ont énormément de travail. C'est très dur de travailler dans un lieu comme celui-là, vous le savez. Hein, il y a des rotations, des gens qui quittent leur emploi tout le temps parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et il n'y a pas assez de personnel alors qu'on est en train de rentrer dans le baby-boom, vous le savez mieux que moi. Hein, mon papa, il est né en 47. Il va avoir ses 80 ans, là, c'est typiquement un baby-boomer. Et donc, il y a toute une partie de la population qui arrive dans ce genre d'endroit. Et on n'a pas du tout ni le personnel, ni les infrastructures pour les accompagner. Donc, si on peut permettre à ces gens d'avoir un outil ultra puissant qui leur permette de faire des choses plus efficacement, on aura vraiment contribué à un bon impact, je crois. Oui. Oui, à contrario, à l'hôpital, ça ne va pas amener la suppression du personnel médical. Alors, moi, ce que je sais, vous allez me dire si je raconte une bêtise, mais les hôpitaux sont sous-staffés, il n'y a pas assez de personnes. Et donc, c'est pas parce que vous allez ramener ça qu'on va supprimer des gens. Ou alors, on n'a vraiment rien compris à l'histoire et que l'hôpital sera encore plus en danger qu'il ne l'est aujourd'hui. Je crois qu'au contraire, c'est une façon de faire en sorte que le travail soit plus agréable pour les gens qui y sont. Mais je ne suis pas le professionnel du domaine. Il reste 5 minutes de présentation. Ah oui, d'accord. Voilà, elle sert à quelque chose. En tout cas, pour ces questions relatives à l'hôpital et au test, on peut discuter pendant la pause. Donc, je laisse Jérôme finir. Et au plaisir pour vous parler sur les expérimentations qu'on a menées à l'hôpital et les résultats qu'on a obtenus. Voilà. Ah oui. Alors, je vous ai mis en arrière-plan tout un tas d'illustrations. Mais comme vous êtes très interactif, n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Est-ce qu'il y a d'ailleurs encore un passage de questions après pour moi? Nous, on voulait laisser 2 petites questions pour des personnes qui n'ont pas posé des questions. D'accord. Donc, on te laisse si tu veux finir. Là, si tu as fini, on passe aux questions. j'ai... D'accord. Ouais. Et donc, on laisse comme ça les 2 questions des personnes qui n'ont pas posé des questions. Merci. Est-ce que vous ne craignez pas que les enfants, par exemple, s'attachent à cette petite machine qui est quand même fort sympathique et qui leur facilite la vie, tout comme les personnes âgées aussi? Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Oui, c'est un vrai sujet. Déjà, moi, je m'y suis attaché. Et puis, je vois bien dans l'entreprise, je vous disais, on est 130. Quand on arrive au bureau et qu'on voit ce petit personnage qui est content de nous voir et qui nous accueille, ça nous fait du bien. Et franchement, moi, je ne trouve pas ça très grave. D'autant plus qu'on n'est pas en train de raconter des salades. C'est-à-dire, on ne vous dit pas que c'est un petit personnage qui est intelligent, qui a conscience de lui-même. On est en train de vous dire c'est un petit personnage d'une histoire. Voilà, c'est le fait qu'il soit rattaché à un monde imaginaire. En fait, ça lui donne le droit d'exister. Et c'est un peu comme un livre. C'est pas grave d'avoir un livre. Ou regarder les dessins animés tant qu'il n'y a pas d'abus. Bon, les jeux vidéo, tant qu'il n'y a pas d'abus. Les robots, c'est pareil. Il y aura cette question de à quel point, j'espère pas me retrouver dans des situations où il y a des gens qui finissent par ne parler qu'aux robots. Et au contraire, moi, je vois le robot plutôt comme un médiateur. C'est-à-dire, si vous lui parlez, lui, son but, ça va être de vous ramener en interaction avec quelqu'un d'autre, avec des membres de votre famille, avec l'entourage qui est autour de vous. Mais on va s'attacher. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si grave. Moi, j'ai une question un peu d'anticipation. Oui. À combien d'années vous estimez le moment où ces robots vont vraiment être présents dans l'univers domestique? Ouais. Moi, je pense qu'en 2032-2033, on aura, nous, une ligne de business importante sur ça. Et ma façon de rentrer dans le sujet, c'est d'aller vers les familles qui en ont besoin.
Et les familles qui en ont besoin, c'est soit des situations de handicap, d'autisme, de personnes âgées, voilà, essayer de contribuer à ça et de s'inscrire dans une logique de famille. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'apporter une bière à un mec dans son canapé, c'est rigolo. Mais moi, j'ai envie d'être utile, j'ai envie que ça ait un impact réel. Et je vais plutôt cibler ça. Est-ce que vous travaillez sur des sujets avec d'autres pays? Est-ce qu'on travaille avec d'autres pays? Alors oui, c'est très international tout ce qu'on fait. On est beaucoup au Japon, on est beaucoup aux États-Unis, il y a un peu d'Allemagne, il y a beaucoup d'Italie. Et donc, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la commercialisation et de plus en plus au niveau de l'industrialisation de la Chine. Et donc oui, c'est un métier très international, oui. Et vous réfléchissez aux questions ou aux problèmes de régulation, parce qu'on parle quand même beaucoup. Enfin, moi, j'ai lu un article dans le Grand Continent qui m'a complètement effrayée. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et bon, il y a un vrai souci. Enfin, l'article, c'est est-ce qu'on ne va pas être effectivement dominé par les robots? Est-ce que l'individu va complètement disparaître ou on va passer? Alors, il y a des énormes questions derrière tout ça. Mais c'est des vraies questions, oui. Et donc, il disait, enfin, il était terminé parce qu'il donnait une vision tellement négative que le journaliste lui dit, mais alors on fait quoi? Il disait, il faudrait arrêter de travailler sur l'hyper-intelligence. Et donc il faut l'hyper-intelligence. Ouais. Un expert, ouais. Alors, ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est il y a un sujet, il y a un enjeu de société derrière l'IA et derrière la robotique, et que c'est principalement un sujet de politique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide, comment on veut que notre société soit. Et ça va permettre d'orienter. Vous voyez, à l'échelle de l'Europe, encore une fois, on parle souvent de GDPR RGPD. Merci. On parle beaucoup de RGPD en Europe, ce qui nous protège et nous amène dans une certaine voie. Et ça, ces positions-là, elles sont importantes. De toute façon, on va travailler sur l'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou non. C'est comme si on se disait, on va arrêter Internet. Aujourd'hui, arrêter Internet, c'est pas possible. C'est parti. Ça va fonctionner. Et après, le travail que fait Romain, le travail qu'on fait ici, à se poser des questions, à se dire comment on a envie que ce soit, eh bien c'est hyper important parce que ça, il ne faut pas le laisser aux mains de quelques personnes qui vont manipuler des populations. Il faut que nous-mêmes soyons acteurs de ce genre de solutions, qu'on choisisse un certain nombre de choses et puis qu'on mette des verrous qu'on décide de mettre, nous, en tant que créateurs, ou qu'on le fasse à l'échelle de la population. Mais il y a un truc qui est certain, et pour aller un petit peu plus loin, c'est, vous avez vu le début d'un certain nombre de technologies, le début d'Internet, le début du téléphone. Au début, ça commence par un petit truc, et puis ça devient énorme. Ça devient vraiment gigantesque. La voiture, on a fabriqué des routes partout dans le pays, des autoroutes pour pouvoir les trains. Voilà, ça a été vraiment de très, très grandes transformations. La robotique humanoïde, ça va se produire aussi. Ça va continuer à s'améliorer. Là, celui-là n'est pas sur 2 jambes, mais je dirais dans 20 ans, dans 25 ans, on aura des robots qui vont être capables de conduire des voitures. C'est sûr. Donc les voitures autonomes, on s'en fichera, parce qu'on aura des robots qui seront capables de les conduire. Et quand vous pensez à ça, il y a le rapport au monde que nous avons, nous, en tant qu'individus, il va complètement changer. Comme le jour où on a eu des voitures. Avant, on avait des façons de se déplacer, et d'un coup, la voiture a tout transformé. Le train a tout transformé. Avant, on avait la poste qui transportait des lettres, et puis le lendemain, on a Internet. Ça a tout transformé, ça a tout changé. C'est pas grave, mais il faut juste que nous, on s'adapte à ce genre de choses. Et je pense que les robots vont faire de plus en plus de choses dans la société. Ça va modifier la manière dont on gagne de l'argent. Ça va nous demander de remettre en cause les schémas qui sont les nôtres. Donc on a intérêt d'être bien ancré sur nos valeurs politiques, de bien vouloir ce qu'on veut, de manière à pouvoir faire en sorte que la société qu'on est en train de mettre en place, elle satisfasse bien à ce genre d'objectif. Moi, je ne suis pas contre ce que les robots soient une partie de l'argent qu'ils dégagent, permettent de financer la vie des gens qui sont autour ou qui sont... voilà, le piratage. Alors, excusez-moi, je vais juste vous interrompre parce que du coup, la conférence est terminée parce que sinon, on va être en retard sur les ateliers.
Mais je vous invite à aller prendre une petite pause. Jérôme sera là aussi et l'équipe d'Enchanted Tools pour répondre si vous avez quelques petites questions pendant la pause. Et bien évidemment, pendant l'atelier aussi, on va poursuivre du coup ces échanges, la découverte des rocailles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.